allez bien. Je vous retrouve entourée des petits chats et sous un ciel voilà, de grisaille pour vous faire le bilan du coup de mes lectures du mois de décembre. Voilà, j'ai comme les autres mois en fait, je suis toujours aussi fatiguée par rapport à ma grossesse, j'ai toujours autant de mal à me concentrer, etc. Que ce soit sur lecture ou même des séries, des films, etc. Et du coup, au nombre de livres, franchement, à présenter, ça va, mais ils sont à chaque fois tout petits et j'ai moins lu que ce que j'aurais cru, encore une fois. Mais bon, tant pis, c'est la réalité. Donc je vais vous présenter directement le premier livre où vous allez voir, forcément, c'est quasiment que des romances de Noël. Donc spoiler alert, si vous n'aimez pas ça, c'est pas la vidéo que je vous conseille. Mais pour les autres, c'est parti. Je vous présente tout d'abord donc ma première lecture du mois, c'était Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabart. C'est le tome 3 de sa saga La vie est belle et drôle à la fois, ou La vie a plus d'imagination que nous. Et belle et drôle à la fois, c'était le tome 1. En tout pour l'instant, je crois qu'il y en a 5, la saga n'est pas encore terminée, voilà, je ne suis pas à jour, vu que j'ai commencé en retard et que j'en ai qu'un par an. Mais donc pour ce tome 3, on nous disait... Après des années d'absence, Valentine est de retour à Valno, le village de son enfance qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Un mariage pour lequel elle a sacrifié ses propres aspirations, obnubilée par l'idée de construire une vraie famille, loin du schéma qu'elle a connu, de sa mère et sa grand-mère qui ont élevé seuls leurs enfants. Mais c'est célibataire que Valentine revient aujourd'hui uniquement accompagnée de son fils adolescent, car son ex-mari a préféré continuer sa route avec une autre. En cette période de fête, elle va croiser le chemin d'un Anglais récemment installé au village, de Rémi, co-gérant du restaurant du coin, et d'une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain qui aurait vécu à Valno à la fin des années 50 avant de disparaître du jour au lendemain. Voilà, on n'en dit pas vraiment plus, mais en même temps, pour avoir terminé voilà, ce tome-ci, on dévoile quand même beaucoup de ce qui se passe, parce qu'il se passe pas tant que ça non plus dans ce tome. Je vous avais dit que je commençais toujours mes mois de décembre en fait par ces Clarisse Sabart, parce que plus qu'une romance de Noël, c'est plus quand même des contemporains avec des secrets de famille, etc. Ici c'est lié à la partie voilà, du marocain. Mais ce que j'aime beaucoup, je vous avais dit aussi, c'est de retourner en fait chaque année à Valno, de retrouver un peu les mêmes personnages. Donc si on évoque Rémi, forcément on va parler à nouveau du lieu où il travaille, donc l'Edelweiss, et du coup pareil de Lena dans l'ancien tome qui travaille, etc. aussi. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup cet aspect de pouvoir retourner à chaque fois au même endroit, comme un endroit de vacances, une station de ski auquel on irait chaque année. De pouvoir retrouver ses habitants, de recroiser certains, etc. Même si c'est le temps que de quelques pages, ou ce genre de choses. Et en même temps j'ai aimé découvrir du coup le personnage ici de Valentine. Pas tant que je me suis représentée voilà, dedans, ça fait pas effet miroir ou quoi, mais j'ai trouvé quand même attachante en fait, tout simplement, assez fragile aussi, parce qu'elle doit tout recommencer à zéro, elle doit retrouver un petit peu déjà elle-même parce que voilà, elle s'est vraiment dévouée à sa famille et donc il faut qu'elle retrouve sa place de femme. Ça va passer par l'intermédiaire du fait qu'elle va devoir retrouver plus ou moins son aspect un peu de séduction, des premiers flirts, des rendez-vous, etc. en ayant un ado, donc c'est totalement différent de ce qu'elle avait connu à l'époque, d'avant son mari qui avait connu quasiment que lui. Donc voilà, donc ce petit côté-là était un peu touchant parce qu'elle était vraiment fragile, maladroite, etc. Et en même temps, à son âge, elle sait quand même un peu plus ce qu'elle veut ou non, donc il y avait cette part d'incertitude. Mais en même temps, voilà, il y a quand même plus d'assurance, on va dire, derrière aussi. Et donc, j'ai bien aimé la découvrir, la suivre, etc. Voir son lien avec d'autres personnages donc, du village et ce genre de choses. Il y a eu quelques situations aussi qui étaient quand même assez cocasses dedans, où voilà, ça m'a arraché quelques sourires. Et j'ai honnêtement préféré toute cette partie-là au secret de famille qui est ici exploité, donc par rapport aux Marocains, parce que... voilà, parce que juste voilà, ça m'a moins intéressée tout simplement. Et je sais pas, j'ai pas été prise, je trouvais qu'il y avait quelques facilités, quelques moments où ça tournait un peu en rond, et à d'autres où vraiment ça se débloquait mais de façon beaucoup trop rapide, facilement, etc. Donc j'ai pas été totalement convaincue non plus par cette partie-là. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai passé un bon moment, c'était un bon moyen d'introduire du coup l'ambiance de Noël, etc.
dans mes lectures. D'habitude vous savez jamais Nao, hein, mon petit chat, c'est toujours Kira, mais du coup voilà, fait avec. Et que vous dire d'autre sur ce premier livre? Je pense pas grand chose, comme je vous disais il se passe pas énormément de péripéties non plus. C'est un peu de la slow life, voilà, dans l'ambiance des montagnes, etc. Isolé et tout, et donc ça se découvre aussi un petit peu par soi-même, voilà, à côté de ça. Ensuite, là j'ai vraiment attaqué les romances de Noël avec celui-ci, donc c'est 12 chiens pour Noël de Lizzie Shane, que je n'avais pas eu le temps de lire l'année passée, et vu la thématique avec les petits chiens, j'avais très hâte de le sortir de ma bibliothèque, et le résumé nous disait « Noël approche à Pin Hollow, dans le Vermont ». Autant dire une guirlande d'embêtements pour Ben, dont le poste de conseiller municipal devient alors un long supplice. Tenir un budget dans ces conditions ne lui attire pas que des amis. À commencer par Ali, la petite fille des Gilmore. La New-Yorkaise a beau être venue pour aider ses grands-parents, faute de subventions, leur refuge pour chiens est condamné. Voilà donc 12 pensionnaires à poil privé de toit pour Noël, à reloger de toute urgence. Entre Ali et Ben, qui ne s'entendent comme chien et chat, il est temps d'arrêter de se sauter à la gorge pour peut-être laisser opérer la magie de Noël. Bon, dès le début on sait déjà deviné la fin, on va pas se mentir, vous le savez maintenant quand on parle de romance de Noël, de comédie de Noël ou quoi. Mais honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Parce qu'en fait, elle avait suffisamment de clichés liés du coup à Noël, aux moments clés, des sapins, des pâtisseries, des trucs familiaux, des machins, etc., des concours de mise en pain d'épices ou que sais-je. Et en même temps, toute la thématique justement liée au refuge amenait vraiment quelque chose de nouveau par rapport à toutes les autres romances que j'avais lues tout simplement. Et du coup pour cet aspect là, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'autant que je vous disais dans une autre vidéo que moi c'est un thème de la cause animale qui me touche vraiment beaucoup en général. Que ce soit par mon alimentation, par les fois où je vais moi-même à l'SPA promener des chiens, etc. Même si ça n'arrive pas toutes les semaines, mais voilà, je le fais quand même de temps en temps aussi. Parce que je n'ai plus de chien, mais que ça me manque terriblement aussi d'en avoir. Donc c'était chouette d'en retrouver en personnages plus ou moins principaux aussi dans mes histoires. Enfin bref, toutes ces choses-là. Tout le côté sensibilisation, sans pour autant qu'on tape sur les doigts, que ce soit moralisateur, de machin, etc. C'est dit, voilà, juste comme ça, l'info est lâchée pour prendre conscience que voilà, c'est pas des cadeaux, etc. Mais c'est pas non plus les gros warnings, on y va avec des sabots et tout. Et donc, c'était très chouette à suivre. J'ai beaucoup aimé tout cet aspect, enfin tous ces moments, toutes ces scènes que Ali ici passe avec du coup ses animaux, mais aussi des personnes qui viennent l'aider au refuge, etc. On découvre forcément aussi tous ces petits pensionnaires qui ont chacun leur caractère, qui vont nous marquer d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le visuel, que par un comportement, par un aspect très similaire avec la personne qui va du coup venir l'adopter ou des choses comme ça. Et donc voilà, pour ce côté-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un côté de vie aussi très simple qui est amené par les grands-parents d'Ali, vraiment l'ancienne mentalité. De pas se prendre la tête inutilement, de juste laisser les choses aller, enfin de lâcher prise en fait, qui était très chouette aussi, et qui compensait un peu le stress qu'il peut y avoir parfois, chez certains en tout cas, au moment de Noël, de la course, etc. Donc pareil, ça dégage un petit moment, un petit côté de Miss Low Life toujours, et on est dans l'urgence parce qu'il faut quand même leur trouver un maître sous X jours. Et à côté de ça, pareil, il y avait un petit côté slow burn du coup, dans cette relation amoureuse, parce que par contre dans certaines romances de Noël, ça peut aller parfois très trop vite entre les deux héros, et juste ils se croisent et ça y est, c'est le coup de foudre et machin, etc. Là non, franchement c'était beaucoup plus crédible, beaucoup plus par étapes tout simplement, et du coup j'ai préféré cet aspect là, en général ce que je préfère aussi dans les romances, parce que je trouve juste ça plus crédible même si je crois quand même au coup de foudre dans la vie en général, mais du coup j'ai vraiment aimé tous ces aspects là. J'ai aimé tout ce qui est mis en place aussi pour promouvoir ces chiens, les montrer au public, etc. Il y a vraiment plein d'événements, de scènes, etc. qui sont vraiment
créées dans ce but. Et c'était des scènes, voilà, de manière générale très 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 chouettes à suivre aussi. Donc franchement non, je n'ai pas de points négatifs en fait à donner à cette histoire, comme je pourrais l'avoir dans d'autres. J'ai tout aimé, alors ça n'a pas été un coup de cœur, c'est pas travailler non plus une psychologie de fou, etc. C'est pas un univers de dingue, tout ce que vous voulez, qui moi me font basculer vers des coups de cœur. Mais franchement j'ai passé un très 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 bon moment, et je l'ai même davantage aimé que ce que j'aurais cru, donc je suis voilà, très très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Et je le recommande du coup très chaudement aussi. Parce que voilà, c'était juste une petite bulle pareil de douceur, de bienveillance. C'était drôle, c'était léger, enfin c'était vraiment chouette. Et du coup, je ne sais pas quoi dire non plus en plus sans trop en parler, parce que pareil, il n'est pas très gros, hein, il fait tout le monde 350 pages. Mais donc voilà, je vous le recommande à mon tour maintenant très chaudement parce qu'il était vraiment très très chouette et ça change un petit peu des classiques qu'on retrouve habituellement. Ensuite, qui dit mois de décembre dit inévitablement donc Karen Pont avec Noël en péril, c'est Noël en péril, pardon, à Santal et 2 sapins. C'est le tome 3 de Vous faites quoi pour Noël, celui de Vous faites quoi pour Noël, on se marie. C'est un peu un tome 3, mais c'est aussi un petit peu un hors-série, dont le résumé nous dit: c'est la panique à Santal et 2 sapins. La fabrique de boîtes à musique est à vendre et un inquiétant industriel s'apprête à la racheter pour la transformer en usine de confection de plats tout préparés de Noël. Un comble pour le village dont toutes les traditions et la raison d'être se retrouvent menacées. Mais c'est mal connaître les habitants de Santal et 2 sapins qu'ils ne se laissent pas abattre si facilement. Et quand Pauline, David, Maddy et les autres se mobilisent pour réunir la somme d'argent nécessaire au rachat de la fabrique, ça promet de bonnes crises de rire. Go Santal et 2 sapins, la malbouffe en tube ne passera pas. Alors, il faut savoir donc que c'est un hors-série, parce qu'à la base, Karen Pont avait clairement prévu une duologie pour le tome 1 et le tome 2 du coup. Et ça a eu un tel succès, il y avait une telle demande derrière qu'elle a fini par craquer. Elle a répondu, elle a fait du service presse, enfin de service pardon. Et elle a dit au lecteur en mode ok c'est bon, on y retourne, on retrouve les personnages, on se refait une petite aventure, etc. et tout. Et elle s'est pas prise la tête, on voit qu'elle a kiffé son moment comme d'habitude, il n'y avait pas de filtre et tout, c'était super drôle, etc. Donc pour ça je suis très 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 heureuse voilà, qu'elle ait écouté la demande derrière, qu'elle y ait répondu, c'est un peu son petit cadeau de Noël à elle pour ses lecteurs, et c'était très 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 chouette à suivre. Clairement, je pense que ça clôt en soi la série, parce qu'on n'est pas dans la même lignée que le 1 et le 2. Et en même temps, en fait, comme c'est un événement très précis, ça se déroule sur, je sais plus, sur une semaine, 10 jours, 15 jours peut-être maximum. Voilà, le temps qu'en fait tous les habitants réussissent à sauver cette usine, à rassembler de l'argent pour la sauver, parce que les 3/4 des gens travaillent en fait dans cette usine là, donc ce serait un massacre pour le village. Et donc voilà, c'est vraiment sur un petit épisode sur une courte période, pardon. Et je pense qu'elle pourrait en soi créer 20 histoires comme ça, de juste petits épisodes qui ne sont plus forcément liés les uns aux autres, que ça marcherait encore, que tous les ingrédients en fait sont toujours là, l'humour est toujours là, voilà, les persos qu'on aime et tout, enfin voilà, tant que tous les ingrédients y sont, en fait, je pense que les gens marcheront, qu'il n'y aura jamais le trop plein. C'est tellement rapide et tout à lire, pareil, il fait quoi, 215 pages en commençant à mon avis à la 15e, et avec des écritures super grandes, des chapitres qui font même pas 10 pages, etc. Donc vraiment ça se dévore hyper facilement. Mais pour ce qui est du coup de l'histoire ici, j'ai beaucoup aimé, forcément ce que je vous dis, l'humour, franchement j'ai à nouveau vraiment rigolé, c'est pas juste sourire, je rigole sur ces livres, ce qui est excessivement rare pour être ressouligné. J'ai aimé retrouver cette famille, mais aussi découvrir du coup un des personnages qui arrive en plus ici, c'est Jade, qui est du coup la nièce techniquement on va dire du père de famille, voilà, des 3 enfants qu'on aura suivis, etc. Et qui n'a jamais rencontré en fait cette partie de la famille jusqu'ici. Et en gros, sa mère est toxico, finit par arriver en prison, elle est placée chez eux, en famille plus proche. Et donc elle doit trouver un petit peu sa place dans cette famille qui est hyper soudée, qui se connaît depuis toujours, qui fait tout ensemble, etc. etc.
Et pareil, elle était assez touchante en vrai. Voilà, même si c'est pas le personnage principal dans ce bouquin-ci. Ils ont tous plus ou moins la même place, je dirais, les uns par rapport aux autres. Ben voilà, c'était chouette en fait de l'avoir intégré cette famille, en sachant que c'est pas non plus un conjoint qui arrive en mode genre coucou papa, coucou belle maman, etc. C'est qu'elle fait déjà partie de la famille sans les avoir vus, donc c'est une approche encore un peu différente. Elle amène des thématiques aussi plus sombres, plus tristes, plus profondes, etc. que dans les tomes précédents aussi, liées, voilà, elle est enfant de toxico, elle est placée, et voilà, enfin, c'est une ado un peu malheureuse, etc. Donc voilà, Jade était très chouette à suivre dans ce tome, à découvrir. Voilà, ses interactions, son ouverture aux autres, etc. Et à côté de ça, il y avait vraiment une dynamique beaucoup plus joyeuse sur ce qu'ils vont mettre en place pour récolter des fonds. Alors ça passe par plein de bêtises en fait, par des concours, des défilés en string pour les garçons, par un concours de genre de mangeurs de crêpes, si j'ai pas de bêtises, enfin voilà, de genre d'interville on va dire en famille ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs différents, il y a aussi toute la pâtisserie etc forcément derrière ou ce genre de choses. Mais voilà, ils mettent plein de petits événements comme ça pour récolter les sous. La question c'est de savoir est-ce que ça va marcher ou non, est-ce que ce sera suffisant, quel va être le dénouement, etc. etc. Ça va super vite à lire évidemment. Mais franchement je suis très heureuse, comme je l'ai dit tantôt, que juste Karen Ponte nous ait pondu ce petit hors-série. Parce que vraiment il a fait le taf, je me suis éclatée et puis c'est tout ce que je voulais et voilà, c'est juste rempli. Donc si vous aimez le 1 et le 2, je vous le conseille. Si vous n'avez pas lu le 1 et le 2, en vérité vous pourrez juste lire celui-ci, ça marcherait tout aussi bien en fait. Et puis je n'ai pas grand chose à rajouter dessus, mais voilà, en tout cas je l'ai beaucoup apprécié. Ensuite j'ai un peu peiné, j'ai essayé de lire donc, comment il s'appelait, Un Noël romantique en Laponie, parce que je dois dire que c'était le livre qui me faisait le plus envie en ce moment, du fait que cette année j'avais fait mon voyage de noces en Laponie, que je voulais retrouver toute cette ambiance, cette activité, etc. Et il m'est très vite apparu que mon cerveau n'était plus apte pour ce bouquin, parce que j'avais un rythme complètement effréné au boulot, mon corps était à bout, debout, d'ailleurs ils m'ont renvoyé plusieurs fois chez moi pour rien vous cacher. Et du coup j'ai dû faire vraiment une pause au niveau lecture, et je me connais une fois en fait que le 25 est passé, mon envie pour les romances de Noël, c'est la chute libre en gros. C'est le on-off qui se met. Et donc je savais que je n'aurais pas le temps en fait de le finir, et je me suis dit est-ce que je vais vraiment forcer le truc pour pas l'apprécier tant que ça, sa juste valeur au final. La réponse a été non. Et donc j'ai switché pour ce tout petit bouquin. Donc mission... alors, j'ai regardé un peu sur internet comment le prononcer, etc. Et la définition que j'ai retrouvée au final, c'est, en version française, ça se prononcerait Hugue. Voilà. J'ai vu des Ouga, des Hugue, voilà. Mais normalement, je ne me trompe pas, j'espère, en vous disant que ce serait Hugue. Et du coup, le résumé nous disait: reporter de guerre émérite, Chloé aime le frisson, l'adrénaline et le danger. Mais quand elle est coincée au journal, elle est insupportable. Son rédacteur en chef décide donc de l'éloigner un moment pour le bien des équipes. Direction je ne sais toujours pas. Petit village côtier au nord du Danemark, dont les habitants viennent d'être très sérieusement déclarés les plus heureux du monde. Le bonheur, Chloé, ça lui file le bourdon, mais on ne lui laisse pas le choix. C'est ça ou la porte. Alors l'habitué des conflits va devoir s'adapter aux grosses chaussettes au coin du feu, et cela pourrait bien changer sa vie. Il est vraiment tout petit, il fait même pas 200 pages, pareil, écrit assez grand, des chapitres qui font 5 pages avec ça en bas et ça au début où il n'y a pas de texte, qui commence à la page 20, etc. Il est tout petit, il se lit très rapidement. Et clairement, du coup, c'était son moment. Je l'avais mis dans ma pile du Cold Winter, etc. Donc je me suis dit, ok, toi, je peux encore te glisser avant. Et honnêtement, je l'ai beaucoup plus apprécié que ce que j'aurais cru de prime abord.
parce que je trouve que sur si peu de pages, il était vraiment très 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 bien construit pour le coup. J'étais super étonnée. Le but c'est voilà, elle part à la recherche, enfin en reportage au Danemark pour apprendre quel est le secret de ce bien-être, pour voilà, que ses habitants deviennent les plus heureux, etc. Et donc elle va partir un peu à la définition, à la recherche de la définition du hygge et essayer de comprendre ce que c'est. Un concept qui ne se traduit pas et qu'on lit tout le temps se vit en fait, donc c'était quand même un défi je pense de réussir à retranscrire ça dans un bouquin. Et je trouve que Caroline Front pour le coup a, même si j'ai jamais été et que je peux pas avoir de point de comparaison, mais je trouve a réussi à transmettre en tout cas quelque chose de très palpable sur quelque chose qui ne l'est pas à la base. Je sais pas si c'est très français ce que je suis en train de dire, j'espère pour vous, mais vraiment je voyais ce qu'elle voulait faire passer comme message et je l'ai ressenti pendant ma lecture et j'ai commencé, même si voilà je l'ai pas lu sur des jours et des jours, hein, mais j'ai commencé au fur et à mesure de ces jours de lecture à voir ces petits éléments dans mon quotidien, etc. aussi, d'autant que j'avais commencé mes vacances de congé de Noël. Et j'ai vraiment aimé cette recherche, cet apprentissage, on va dire. Et je sais pas, c'était hyper bien fait, c'était hyper cohérent. Après chaque jour en fait où elle passe sur place, elle nous fait un petit récap de ok je peux en tirer ça comme leçon, et en fait c'est les leçons que nous on peut appliquer aussi. Et à côté de ça, pareil c'était assez touchant de voir Chloé tisser du lien avec ses nouveaux habitants, de la façon dont elle était accueillie là-bas aussi, de ce contraste entre le Danemark et Paris. Quoi d'autre voilà, de cette approche complètement différente de ce côté-ci, on va dire, de l'Europe. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, l'avoir changé au fil des pages, l'avoir été transformée par cette expérience, et voilà, vraiment de suivre, en fait, tout son cheminement. Il y avait un côté, pareil, très touchant, très relaxant, de lâcher prise, de juste se laisser porter, etc. Et je trouve que vraiment que l'auteur ici a réussi à faire passer beaucoup de choses en si peu de pages. C'est pour ça qu'il m'a plu plus que ce que j'aurais cru, parce que souvent c'est pas aussi creusé, et que là vraiment c'était fait de manière je trouve très intelligente. Et donc pareil, à mon tour je vous le recommande, même si je vais pas vous parler en détail de l'évolution de ces jours-là. On passe par des trucs d'amitié ou d'amour, ou aussi parfois des petits conflits, etc. quand même dedans. Mais je pense que vraiment tout y était en fait, et ça a été hyper efficace quoi. Donc voilà, je suis impressionnée par ce récit, et ouais, bluffée en fait du talent de l'auteur qu'il y a derrière. Et donc je vous le recommande, même si je ne peux pas en parler beaucoup plus sans trop en dévoiler tout simplement. Alors je triche un petit peu pour l'avant-dernier, parce que je n'ai pas encore totalement terminé. Mais toujours en lignée de Mission Hygge, du coup j'ai voulu continuer à en apprendre davantage, et j'avais également mis dans ma page du conducteur celui-ci, donc le livre de Hygge Mieux Vivre, la méthode danoise, on nous redit. Au classement mondial du bonheur, c'est le Danemark qui occupe la première place, tandis que la France atteint péniblement la 62e position. Pourquoi les Danois sont-ils les gens les plus heureux du monde? Pour l'auteur, la réponse est le Hygge. Sans équivalent français, le terme équivoque l'idéal danois, confort, convivialité, simplicité et bien-être. Le hygge, c'est ce qu'on éprouve sous une couverture quand il neige dehors, le bonheur que vous ressentez lorsque vous partagez un délicieux repas avec vos proches autour d'une table ornée de bougies. Et je vous avais dit, en fait, c'est un peu plus, on va dire, un essai qu'un livre tel quel, où à chaque fois on va avoir différents chapitres, où c'est un peu cloisonné. On va voir par exemple toute l'approche sur la lumière, puis on pourrait avoir toute l'approche sur la nourriture. Je cherche un autre nom de chapitre. Sur les cafés, les pâtisseries. Sur les matières, j'en vois aussi ici qui peuvent être utilisées, portées pour décorer ou ce genre de choses. Aussi des lieux à visiter. On repasse à nouveau de tout ce qui est un peu lumière, activité ou quoi. Enfin voilà, c'est vraiment en soi plein d'éléments complètement banals,
du quotidien, des tout petits éléments. Mais à chaque fois, il y a quand même beaucoup d'informations, en fait, et je ne vais pas montrer l'intérieur du coup, mais on a souvent beaucoup aussi voilà, d'images qui parsèment tout le texte. Voilà. Et on a à chaque fois donc beaucoup d'informations sur ok les bougies, mais pourquoi, ça représente quoi, ça apporte quoi, ok la lumière, mais comment c'est vu, envisagé, etc. L'éclairage voilà, par les Danois. On parle par exemple voilà, d'un créateur là-bas iconique pour un style de lampe, etc. que je ne sais pas du tout. Enfin, c'est dur d'en parler. C'est vraiment dur d'en parler. C'est compliqué parce que c'est vraiment, je disais, un thème tellement abstrait que c'est dur de nous le retranscrire et c'est encore plus dur que je vous le retranscrive avec mon petit cerveau actuel. Mais voilà, c'est un bon mélange en fait entre, on va dire, des banalités, des choses qu'on sait, et essayer d'approfondir du coup chacun de ces sujets pour essayer de mieux le définir, de mieux l'associer à pourquoi ça fait partie intégrante du Hygge, qu'est-ce que ça apporte dans cette idée-là. Enfin voilà, donc c'est vraiment essayer de cerner au maximum voilà, cette approche complètement danoise du quotidien, de cette façon de vivre ou quoi. Et il y avait aussi quand même beaucoup d'informations, on va dire au niveau statistique ou de recherche ou des choses comme ça qui sont quand même un peu plus tangibles, qui sont amenées sans pour autant que ça alourdisse en fait le récit. Et pareil, en fait, finalement, bon, je l'ai pas encore terminé, parce que c'est pas le livre qu'on lit d'une traite, honnêtement, mais je l'ai déjà beaucoup plus apprécié que ce que j'aurais cru de prime abord. Voilà. et ouais, j'ai envie de continuer à m'instruire en fait sur ce sujet-là, même si c'est un peu un sujet tendance en ce moment, mais ça correspond un peu aussi à l'aspect un peu slow life, cocon, etc. que j'essaie de développer dans mon petit nid douillet pour la petite famille, etc. en préparation. Et du coup, non, franchement, je l'ai trouvé intéressant, je peux m'en inspirer, c'est complet sur pas mal de domaines, etc. J'imagine qu'on peut encore avoir 10 000 autres définitions autour du Hygge. Voilà. Je ne pense pas qu'un seul livre suffit à donner la science infuse sur ce sujet. Voilà, sur cette philosophie ou quoi, on peut avoir différents points de vue sur une même philosophie aussi. Mais en tout cas, ça m'a enrichi et c'est clairement ce que j'attendais de lui. Donc même si je ne l'ai pas terminé, voilà, je pense que je l'aurais fini pour le 31. Ou même le 30 en fait. Et du coup, je n'ai pas besoin d'arriver à toute conclusion parce qu'après chaque chapitre, il y a une conclusion, un nouvel élément, une nouvelle approche, etc. Mais globalement, voilà, je sais déjà vous donner mon avis dessus, vu que ce n'est pas une histoire de A à Z. Et donc voilà, j'avais envie de m'informer sur le sujet, d'approfondir suite au livre précédent. Et du coup, il fait vraiment bien son taf. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres livres plus ou moins similaires dans cette collection, avec le Lika, je ne sais pas comment on prononce du tout, enfin des choses comme ça. C'est un peu les mêmes thématiques. Par exemple, je crois que c'est en Suède où il y a un truc spécifique autour de la pause café, par exemple. Le fait de prendre un café et de faire la pause, c'est plus ou moins le même nom, enfin, ce genre de choses. Donc, il y a plusieurs livres sur les thématiques du Danemark, de la Finlande, de la Suède, de la Norvège. Et j'aimerais bien découvrir un petit peu toute cette collection-là, parce que celui-ci m'a suffisamment convaincue, en tout cas, pour, voilà, m'ouvrir aux autres, en tout cas. Et après toutes ces petites mais très bonnes lectures, j'en ai une dernière petite à vous montrer. Mais malheureusement, je conclus sur une BD que je n'ai pas vraiment appréciée. Il s'agit de celle-ci, donc L'arnaque des nouveaux pères, enquête sur une révolution manquée, de Stéphane Jourdain, Guillaume Dodin et Antoine Grimet. Et le résumé nous disait: l'avènement des pères qui s'affichent sous une pluie de likes sur Instagram avec leur porte-bébé, fiers de préparer le biberon pour leur progéniture, a fait naître l'espoir de foyers enfin égalitaires. Mais les statistiques et les témoignages des femmes racontent une autre réalité, le nouveau père reste un mirage. Aujourd'hui encore, les mères gèrent l'essentiel des tâches domestiques que parentales, sans compter la charge mentale. Pour scruter le rouleau compresseur du patriarcat, Guillaume Dodin et Stéphane Jourdain ont rencontré coachs en paternité, autrices, activistes, chercheurs spécialistes dans la parentalité, responsables publics, etc. La révolution est claironnée mais loin d'être achevée.
Au bout de leur enquête et d'une introspection sans concession avec le dessinateur Antoine Grimet à la mise en scène, les deux journalistes vont devoir eux aussi répondre à cette question: quel père, quels compagnons sont-ils? Vous l'avez peut-être reconnu si vous avez suivi les autres vidéos. C'est la BD que j'ai gagnée lors de la chasse aux livres qu'organisait donc Céline de Couler comme l'encre à Namur assez récemment. Et le sujet clairement m'intéressait vu que bébé à naître bientôt. Donc j'étais contente de l'avoir remporté, trouvé, etc. J'avais quelques petites appréhensions parce qu'on est à nouveau sur un peu un essai. On est très clairement sur un livre féministe. Alors à nouveau, je n'ai absolument rien contre le côté féministe, mais j'ai toujours peur qu'on tombe dans le clivage de tout blanc, tout noir, de les mères oui, les pères non, etc. etc. Et malheureusement pour ma part, c'est clairement ce qui s'est passé ici, où en fait j'ai eu du mal à comprendre finalement, on va dire, pas l'intérêt du livre, parce que ça, je vois très bien le problème de société qu'il y a derrière, je vois très bien la charge mentale, je vois très bien les mauvaises répartitions, etc., etc. Je vois très bien cette réalité et je ne suis pas ok avec elle. Juste, je n'arrive pas à définir au final quel était le but derrière. Est-ce que c'est donner un support aux féministes pour appuyer leurs propos ou quoi, ou est-ce que c'est pour faire prendre conscience aux hommes de ce problème, vu quand même les héros c'est des pères, auquel cas je pense honnêtement que c'était pas la bonne approche, parce que c'était très moralisateur pour le coup, je trouve. Que c'était pas une lecture non plus fluide, j'ai trouvé, mais pas du tout, je crois que c'est ça qui m'a vraiment perdu dans le tas. C'est qu'en fait, donc c'est classé par thème. Alors je sais pas si je vais retrouver à chaque fois genre les différents chapitres. Je pense pas. Non. Je ne pense pas. Par exemple, il y a un modèle en Suède, il y a apprendre à devenir père, il y a le côté avec le boulot, il y a les normes, les violences, on va dire, domestiques, le travail, ça j'ai dit, les congés paternité bien évidemment, ou maternité, les organisations des tâches ménagères, enfin ce genre de choses. C'est à chaque fois par thème en gros. Et dans chaque thème, on suit un petit peu, du coup, comme on le dit dans le résumé, leurs recherches, leurs rencontres, leurs interviews, etc. Mais c'est vraiment amené de façon très factuelle, mais très lourde, quoi. Où, en fait, il y a un nombre, mais incalculable, je vous jure, de pourcentages côté homme, côté femme de l'INSEE, avec telle date, de tel sondage, en telle année, à tel endroit, etc. Mais genre, vraiment, il y en a 1000 fois trop, en fait. On pourrait dire autant de pourcents, ou juste mettre une astérix sur un chiffre et tout lister à la fin. Là, vraiment, ça alourdissait le récit. Je suis pas habituée, franchement, à lire, ce genre d'histoire, ce genre d'essai, etc. Donc peut-être que si j'en lisais plus, ça m'aurait moins choqué. Mais là, s'il est prévu pour des gens un peu lambda comme moi, je pense que c'était vraiment hyper lourd quoi à lire, en plus du côté moralisateur, etc. En plus du côté où je trouve qu'il apporte... Enfin, il dénonce beaucoup les problèmes, mais il apporte pas tant de solutions que ça. Alors la solution, c'est juste de faire comme la femme, ce serait un raccourci pour moi beaucoup trop rapide. Il y a plein d'éléments qui posent souci, mais qui pour moi ne sont vraiment pas assez nuancés, en fait, dans cette partie-là. On t'explique pourquoi les pères font ça, mais on t'explique pas ce qui les amène à faire comme ça, forcément non plus. Et donc, j'aurais vraiment aimé un récit beaucoup plus nuancé, beaucoup plus réaliste, beaucoup moins moralisateur pour amener justement ce changement, etc. Là, j'ai l'impression que c'était juste taper sur les doigts pour taper sur les doigts. Et j'ai trouvé ça super dommage, en fait, parce que il y avait matière à travailler, très clairement, et j'ai pas du tout été convaincue par la façon dont ça a été travaillé, en fait. Et honnêtement, même si je suis entièrement d'accord avec le message, j'ai du mal à le terminer, alors qu'il fait quoi, 180 je pense, ouais, 175 pages, et que c'est une BD quoi, donc donc je sais pas, j'ai trouvé ça lourd et je sais pas j'ai pas
c'est dommage. Franchement, je trouve ça dommage de ne pas l'avoir apprécié davantage, de ne pas pouvoir le vendre davantage. Après voilà, c'est vraiment, c'est à nouveau, c'est mon point de vue, c'est pas celui de tout le monde. Je ne crache pas dessus, je ne crache pas sur les recherches qui ont été faites ou quoi que ce soit. Voilà, je maintiens que c'est bien de faire ce genre d'ouvrage, voilà, pour dénoncer, pour faire bouger les choses, etc. Juste pour ma part, ça l'a pas fait, et donc j'imagine que des personnes concernées, encore moins quoi. Et du coup voilà. je suis déception. Je peux comprendre hein, ce besoin qu'il y avait derrière, d'avoir justement un maximum de choses tangibles, de recherche, de pourcentage, etc. pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir donner du concret à tout ce ressenti des femmes, etc. Vraiment. Mais juste... ça bloque le récit, quoi. Ça bloque le récit, ça bloque le message, ça bloque... Ah ça m'ennuie. Le nombre... voilà, incalculable de pourcentage que j'ai vu de l'INSEE, etc. dedans, je n'en pouvais plus à un moment en fait. Donc voilà, c'est pas mon genre de prédilection. Moi je sais que j'ai toujours du mal avec les livres qui ont une approche un peu toujours féminine. Moi je trouve vraiment... je les trouve vite... Enfin, j'ai l'impression qu'ils partent vite dans les extrêmes, dans leur discours, etc. D'autres ont été totalement convaincus. Voilà, ça ne reste jamais que mon avis. Libre à vous de faire le vôtre, franchement. Très franchement, je vous encourage toujours à vous faire votre propre avis voilà, en général. Mais voilà, pour le dernier bouquin, en tout cas la dernière BD de cette vidéo, de mon côté, ça n'a pas vraiment fait quoi. Et voilà, du coup c'est déjà tout. Donc je pense que j'ai lu 6 livres pour ce mois. Franchement, on s'en tire, je vous jure, vraiment bien par rapport à l'état de ce petit cerveau qui n'en peut plus, qui dort entre 1h et 3h depuis des mois. Donc il y a un moment, on ne peut plus faire de miracles, c'est juste ma réalité. Mais je suis quand même contente en fait des découvertes que j'ai faites. Voilà, du temps que j'ai passé dedans, de l'ambiance que j'ai ressentie, etc., etc. Donc franchement dans l'ensemble je suis quand même très satisfaite de ce bilan. Et je n'ai plus qu'à vous retrouver du coup dans une prochaine vidéo qui sera je pense la dernière de cette chaîne. Alors soit avant un bon moment, plusieurs mois, soit je ne sais pas si j'arrêterai après celle-là, je verrai très bien plus tard, donc je vous ai dit mon organisation après l'arrivée de bébé. Mais en tout cas, je vous souhaite pareil une excellente fête de fin d'année. Alors on a déjà passé Noël au moment où voilà, la vidéo sera sortie, etc. Mais du coup pour le réveillon du 31, le passage à la nouvelle année, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de vœux, etc. Et je vous retrouverai dans tous les cas pour une prochaine vidéo avec mon top 10 de 2024. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.